Salut à tous. Dans cette vidéo, je voulais parler d'un thème assez intéressant à mes yeux, et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, qui est la manière dont le processus d'incarnation du divin, et donc le processus d'incarnation, de désincarnation, pardon. Ça va être une vidéo qui va aussi expliquer comment, de quelle manière et quelles sont les structures de l'humain, de quoi est composé un humain au niveau surtout inconscient et énergétique. Ça va être, je pense, une vidéo, plusieurs séries de vidéos, deux ou trois normalement. Et voilà, tout simplement. Alors, à la base, il y a ce qu'on appelle le divin, Dieu. De mon point de vue, donc je vais donner vraiment mon ressenti personnel sur tout ça, à ce niveau-là, je perçois vacuité, silence et clarté. C'est du domaine du non manifesté. Donc, c'est quelque chose qui est totalement séparé du mental, qui est hors concept du coup, qui est hors émotion, qui est hors tout prisme de l'humain. Et donc, si c'est hors concept, c'est hors mot, hors énergie aussi. C'est un niveau qui n'est pas dans l'énergie, dans les énergies, ni dans la matière. Donc c'est pour ça que j'appelle ça du non manifesté. Il n'y a rien. Vacuité, silence et clarté. Pour moi, c'est pas de la lumière, c'est de la clarté. C'est deux choses totalement différentes. Et donc ce qui se passe avec ce niveau-là, c'est que normalement, on ne peut pas en parler. Parce que tout mot qu'on va plaquer dessus, toute projection qu'on va plaquer dessus, va être forcément éloigné du réel, de cette réalité-là, parce que c'est la seule qui existe. Tout le reste ne sont que des constructions faites par des niveaux de conscience. Ce niveau-là, le niveau de la vacuité, le niveau du divin, n'a qu'un seul but, si tant est qu'il en ait un. Mon point de vue, c'est que il est omniscient, omnipotent, donc il peut tout créer à partir de rien, à partir de la vacuité, à partir de lui-même, et se contempler lui-même par lui-même. Sauf qu'il ne peut pas les vivre concrètement. Voilà la raison d'être de l'humain. Nous sommes ni plus ni moins qu'une expérimentation, qu'une expérience du divin manifestée à travers 7 milliards d'êtres humains. Et là, je compte que les humains. Je ne compte pas les plantes, je ne compte pas ni le minéral, ni le végétal, ni l'animal, ni chaque objet qui nous entoure est une construction de lumière, est une construction de clarté posée. Tout est posé, toute existence, chaque atome est posé sur ça, sur de la vacuité, de la clarté et du silence. Donc, ce divin, il veut faire l'expérimentation de lui-même. Et il se dit, tiens, l'humain, c'est pas mal. Et donc, il va créer une première construction. Et là, c'est une construction de clarté. Ça s'appelle l'âme. L'âme a pour but de choisir une direction pour l'humain. C'est ce qu'on appelle le chemin de vie, le chemin d'âme. Ça se fait à travers des concepts. Donc là, je balance à peu près toutes les infos qui me viennent maintenant et tout ce que j'ai déjà vu en séance en tout cas. Donc il balance un peu l'âme a pour but de créer un chemin, une direction, donc un point A et un point B, pour un être qui va expérimenter ce chemin et y faire les choix qu'il veut. Sachant que quel que soit le choix que fera un humain concrètement dans sa vie, à la fin, il vivra le chemin d'âme. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas s'éloigner du chemin du divin. L'âme, donc, c'est une construction de clarté, une construction de lumière. Ce n'est pas en temps linéaire. Donc, c'est-à-dire que l'âme humaine, et d'ailleurs, il n'y en a qu'une pour les 7 milliards d'êtres humains, pour tous les humains, passé, présent et à venir, sur tous les niveaux de conscience, sur tous les plans vibratoires, il n'y a qu'une seule âme pour moi. Elle a aussi pour but d'enregistrer et d'engranger toute l'expérience retirée par l'humain de sa vie concrète en fait. À la fin de sa vie, il y a le clap de fin, la scène est tournée, et du coup, on va dire que la bobine
c'est l'âme, en fait. L'âme, la bobine, donc c'est l'âme, et c'est ce prisme par lequel la lumière divine, la clarté divine va projeter un film. Donc c'est pour ça, donc c'est le scénario. On va dire ça comme ça. L'âme, c'est le scénario de l'humain. Donc à ce niveau-là, c'est multi-émanation. Donc une âme va pouvoir créer à partir d'un seul concept énormément d'expériences humaines et non humaines pour vivre ce concept. Voilà à quoi sert l'âme de mon point de vue. Lorsque l'âme a choisi le domaine d'incarnation, donc a choisi l'espace-temps, l'âme va choisir un espace-temps. Et ça, c'est la psyché humaine. Donc c'est une deuxième construction qui, là, n'est plus une construction de lumière, ou alors ça en est très éloigné. Donc c'est déjà une construction énergétique, c'est la psyché humaine. Donc ça, c'est le miroir de l'âme. On rentre dans un espace-temps. La psyché humaine va choisir un espace-temps. Lorsque je vais voir derrière ce que c'est, derrière le concept de psyché humaine, je retrouve toutes les logiques d'extraterrestres. C'est très intéressant. Tout extraterrestre rencontré, que ce soit dans la matière ou dans le subtil, c'est un humain. Un humain, mais qui ne vit pas dans cet espace-temps-là. Le monde de cet extraterrestre, entre guillemets, a suivi une évolution totalement différente de la nôtre. Et donc il vit sur un autre plan vibratoire. Donc il y a énormément d'expériences humaines faites. Ça se trouve, il y en a une infinité et on ne pourra jamais les compter. Autant dans le présent, donc d'autres terres, on va dire ça comme ça, qui suivent à peu près le même chemin d'évolution, mais avec une tonalité différente. Il y en a dans le passé, et il y en a dans le futur. Donc tous les gens qui ont aperçu des soucoupes volantes et qui ont disparu, et que les soucoupes volantes disparaissent de manière magique, c'est juste que ces personnes-là, l'inconscient de ces personnes-là, se connecte à la psyché humaine, donc à tous les espaces-temps de l'humain, et modélise donc en 3D, donc grâce à la carte graphique nommée mentale, et modélise l'information de cette psyché-là. Et du coup, on voit débarquer des extraterrestres. Mais sauf que c'est pas parce qu'ils sont disparus, qu'on ne les voit plus avec nos yeux, qu'ils ne sont plus là. Ils sont juste sur un autre plan vibratoire, c'est tout. Donc voilà, ça c'était une petite digression. Donc oui, à ce niveau-là, c'est de l'énergie. Donc c'est tout ce qui est construction en 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, etc. etc. Une fois que le monde d'incarnation, une fois que l'âme a choisi, grâce à la psyché humaine, le plan vibratoire, l'étincelle rentre dans les règles, dans l'inconscient collectif. Donc c'est-à-dire dans les règles de ce plan vibratoire. Et elle n'a pas le choix que de s'y plier pour pouvoir vivre dans ce monde. C'est-à-dire que s'il y a de la gravité dans ce monde-là, bah, l'âme humaine va se plier à cette règle-là et l'incorporer à elle-même. Et donc ça fait une construction. L'inconscient collectif va catalyser toutes les expériences de ce plan vibratoire, connues et inconnues. Une fois que ça c'est fait, l'âme, on va dire ça, l'âme du futur humain, du futur bébé, va choisir la famille d'incarnation. Et là, c'est très intéressant. L'âme humaine va aller visiter les parents des mois avant même la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, pour voir si les ressources de la famille correspondent à son chemin de vie. Une fois que le bébé est né, donc c'est un contrat, une sorte de contrat signé entre les parents et le bébé, sachant que les parents sont aussi au courant à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a une réelle présentation du bébé et des parents, papa et maman, futur papa et future maman, avec l'âme.
Et une fois que le contrat est signé, donc le bébé grandit, et là il va rentrer dans les règles, dans l'inconscient familial, les règles de l'inconscient familial. Et là, il va y avoir tous les archétypes. Il va se plier et il va prendre en compte et intégrer à ses structures tous les archétypes de la famille, tous les égrégores, toutes les règles, les interdictions qui sont spécifiques à la famille. Et il va aussi prendre note de toute l'expérience passée et future potentielle de la famille. Et il va choisir en conscience, l'âme choisit vraiment en conscience, quelle problématique elle prend ou non. Parce que c'est très important. Et rien n'est fait au hasard. Absolument rien n'est fait au hasard. Une fois que l'inconscient familial, les règles de l'inconscient familial est pleinement intégré, d'ailleurs fait intéressant, euh, même lorsqu'on est enfant et qu'on a 2 ans par exemple, on choisit encore parfois de rejeter ou d'incorporer à son système des archétypes et des fonctionnements traditionnels familiales. Et donc toi, tu arrives et tu essayes de plaquer ton schéma sur le petit bout de 2 ans qui est là, et en fait, il te le renvoie à la gueule. C'est-à-dire qu'il vibre sur une autre énergie et qu'il ne prend plus en compte, il ne se soumet plus aux archétypes traditionnels et aux archétypes inconscients dans lesquels toi t'es tombé. Et donc tous ces niveaux-là, donc âme, psyché humaine, inconscient collectif, inconscient familial, va déterminer quoi mon inconscient personnel. Et l'inconscient personnel est formé à partir de tous ces niveaux qui sont avant là, que j'ai cités, et il est composé et il est séparé en deux, de mon point de vue. Il est séparé en structures. Il y a d'une part les structures qui définissent mes ressources, et il est séparé en stratégies. Les ressources, ça va être les structures, ça va être vraiment mon rapport aux choses. Comment je gère tel sujet. Ça peut être mon rapport à l'argent, ça peut être mon rapport à l'homme, mon rapport à la femme. Ça peut être une foule de trucs. Mon rapport au pouvoir, mon rapport à la matière, mon rapport au divin. Et en fait, si je vis bien, soit je le vis bien mon rapport à cette chose, soit je le vis mal. Si je le vis bien, c'est parfait. Je vais pouvoir le montrer à l'extérieur et donc le passer au niveau conscient. Si je le vis mal, en fait, en général, c'est vraiment en général. Je le garde dans l'ombre, donc je le laisse dans mon inconscient et je choisis de ne pas le montrer. Sachant que il peut y avoir une structure, donc mon rapport au pouvoir par exemple, qui est très bien vécu, mais pour X raisons, je le laisse dans mon inconscient. Je choisis de ne pas le montrer. Et inversement, il peut y avoir quelque chose qui est très très mal vécu, mais que je choisis quand même de montrer. Ça fait partie du processus de l'âme pour se connaître elle-même, du processus de cette étincelle divine incarnée à travers tous ces niveaux pour se connaître elle-même, à travers des structures énormes. Et ce qui compose, le deuxième facteur qui compose l'inconscient personnel, ça va être les stratégies. Alors les stratégies, c'est vraiment très intéressant. Moi, je me prends de passion vraiment pour ça. Ce sont tous les systèmes de protection qui empêchent d'aller voir l'information de la structure et mon rapport que j'ai aux choses. Cas concret. J'ai mon rapport au pouvoir et à la matière qui est totalement merdique. Pas de bol. Il est inconscient. Heureux, pas de bol. Euh, que je sois dans une optique de travailler sur moi ou non, la vie est faite pour que je me contemple moi-même parce que je suis une étincelle divine dans une expérience matérielle et énergétique. Donc, l'information inconsciente que mon rapport au pouvoir est merdique va forcément m'être montrée à l'extérieur, à travers des situations et à travers des gens. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vais m'auto-empêcher en quelque sorte
de voir cette information en face. Et c'est là que je vais mettre en place une stratégie. Ça peut être une stratégie de victime, une stratégie de bourreau, une stratégie d'émotion forte, une stratégie de mental en maître, une stratégie de fuite, de déni, une stratégie de mal-écoute. Moi, c'est ou de non-écoute, pardon. C'est-à-dire qu'on me dit quelque chose qui pointe juste, qui est totalement juste pour moi, donc c'est-à-dire que ce que dit la personne, ce qu'il pointe de moi est totalement vrai, et ben là, je vais faire un gros déni dessus. Je ne vais pas entendre, je vais m'énerver, je vais avoir un émotionnel très fort, une émotion très forte qui va me traverser et qui va me faire oublier, qui va me faire... En fait, c'est un système de contournement, un système qui me fait me détourner de l'information. Et toutes ces stratégies sont là pour nous protéger. C'est-à-dire que quand on était petit, à partir du moment où notre mère accouche de nous et qu'on vient au monde, on met en place notre première stratégie. Parce que t'es bien d'accord que on est une étincelle, on est un miracle divin incarné, on est le miracle d'une étincelle divine incarnée dans un corps. Et il faut que ce corps survive. Et dans ce plan vibratoire, c'est apparemment ce qui est placé en priorité, c'est réellement la survie. La survie placée en priorité, ça veut dire qu'il faut absolument, et par tous les moyens et les stratégies justement possibles, que le corps survive. Parce que si mon corps clame, le divin ne peut plus se contempler à travers moi. Et c'est en ça que tout le monde est unique. Que chacun est unique et que chacun a une note et un rôle à jouer précise, quel que soit son rôle et quelle que soit sa note. Qu'il soit considéré comme le pire des enfoirés, pardonne-moi l'expression, ou le plus grand des saints, il a sa note à jouer. Mais bref. Et donc, la survie est prioritaire, c'est-à-dire que l'enfant a besoin, le divin a besoin de survivre à travers le corps, et il faut que le corps survive pour pouvoir pour permettre au divin de se contempler. Et donc c'est là qu'il élabore sa première stratégie qui est « je dois me faire accepter par la famille ». Et c'est par cette porte d'entrée quasi unique. Parce que lorsque je vois derrière cette réalité-là, ce concept-là, on va dire, si je donne vraiment sur l'instant T, et c'est un chiffre qui est valable que maintenant, à travers mon prisme, 90% de l'humain, et on va dire, allez, 80% des Français, des nouveau-nés qui sont nés en France, et donc dans la culture française, quelle que soit leur origine, ont pour première stratégie la stratégie de survie. Et le fait qu'il y ait ce chiffre-là me dit derrière qu'il y a quelque chose commence à changer au niveau de l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés entre il y a 5 ans et à partir d'il y a 5 ans ne sont plus du tout câblés sur cette notion de survie. Et ça veut dire, et derrière en fait ça me dit qu'il y a les structures énergétiques et les chakras humains qui commencent à changer réellement. C'est-à-dire que les constructions énergétiques de l'humain sont sur le point de totalement d'être modifiées. Et donc ça veut dire qu'il va falloir revoir notre joli petit schéma des 7 chakras parce qu'il commence à être faux apparemment. Donc la stratégie est en maître. Et donc le bébé veut survivre. Et donc c'est là qu'il va commencer à coller à tous les archétypes familiaux et tous les égrégores et toutes les interdictions et autorisations familiales à travers différents rapports. Quel est le rapport de ma famille à l'argent? Quel est le rapport de ma famille au pouvoir? Quel est le rapport à ma famille à la pauvreté, aux plantes, au minéral, etc., etc., etc. Et ça sur une foule de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je voulais dire? Je ne sais pas. Je vais continuer à me laisser parler, à me laisser blablater, pardon, pour voir ce qui sort. Et donc oui, le bébé choisit en conscience. Hein. J'ai envie de dire, un bébé innocent, ça n'existe pas. Si on se place sur le point de vue extérieur, oui, le bébé a l'air innocent. Il a l'air de n'avoir aucun pouvoir parce qu'on se fixe sur la matière, on se fixe sur son corps et on se dit
Ce bébé-là ne peut rien faire de ses 10 doigts. Donc, il est innocent et n'a pas de pouvoir. Pourtant, un simple bébé, et tout le monde le sait, tout le monde l'a plus ou moins vécu, soit parce que tes parents, soit parce que tu as un petit frère, une petite sœur, soit parce que tu as des amis qui ont des enfants. Un bébé pleure, le pleur d'un bébé met tout le monde en mouvement. Et en priorité la mère, parce que c'est elle qui nourrit le bébé. Prioritairement c'est la mère en fait. Et ensuite vient le père. Et ensuite les autres autour. Mais les pleurs d'un bébé fait bouger son monde autour. Donc je pleure parce que j'ai faim, je pleure parce que j'ai la couche, j'ai fait caca, j'ai fait pipi, je pleure parce que je suis fatigué. Et il y a une nécessité pour lui d'être entendu, sinon il meurt et du coup le divin ne peut plus faire son expérience. Alors voilà pour les structures. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'en séance, voilà ce qu'on va aller toucher comme structure et comme stratégie. Donc à partir de tous ces niveaux-là, donc je ne compte pas la vacuité, je ne compte pas le niveau du divin parce que pour moi c'est du non manifesté. Et à ce niveau-là, on est tous parfaits, il n'y a aucunement besoin de toucher au divin. Le niveau 1, l'âme, le niveau 2, la psyché humaine, le niveau 3, l'inconscient collectif, le niveau 4, l'inconscient collectif, le niveau 4, inconscient familial, qui crée le niveau 5, l'inconscient personnel, avec les structures et les stratégies. Et à partir des structures, je vais choisir qu'est-ce que je montre de moi. Et ça, c'est toutes les tendances conscientes. Le conscient, ce n'est ni plus ni moins que quelque chose d'inconscient que je décide de montrer, d'exprimer et d'assumer, ou plus ou moins assumer, aux autres et en priorité à moi. Pas plus, pas moins. Et c'est par ce conscient, donc par l'extérieur, que je vais voir toutes mes tendances à l'intérieur. Donc, en séance, comment ça se passe avec moi? Toi, tu m'amènes un sujet. N'importe lequel. Donc, un sujet, c'est la problématique consciente que tu as de quelque chose. Ça va être la porte d'entrée, ça va être le passage vers les 5 niveaux précédents. Vers ton inconscient personnel, ton inconscient familial, l'inconscient de ta famille, l'inconscient collectif humain, la psyché humaine et l'âme. On va aller explorer ces 5 niveaux-là pour aller réparer tous ces niveaux-là et tous les niveaux de ton être et réharmoniser, on va dire réharmoniser tes chakras et réharmoniser tes structures énergétiques. Et c'est tout le chemin fait. Donc, en fait, la problématique de surface, c'est quasiment on s'en fout. Parce qu'en allant réparer ces 5 niveaux-là, la problématique de surface va forcément se réaligner et tu as accédé à tes ressources. Parce que une structure qui est mal vécue, c'est juste qu'elle est mal vécue. Une fois qu'il y a une guérison, on va dire ça comme ça, à ce niveau-là, le blocage passe en ressources. Et ensuite, il n'y a qu'à éduquer le conscient pour pouvoir savoir consciemment comment est-ce que j'utilise la ressource dans mon quotidien. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Donc c'est pour ça qu'on s'explore et on s'explore vraiment de manière hors intellect et hors mental. Donc moi je me branche sur toi et je vois sur les 5 autres niveaux quel est l'état de Dieu en fait. Tout simplement. Je sais pas si j'oublie encore quelque chose, mais je pense que c'est bon pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler du lien entre toutes les structures, les stratégies, les structures, l'inconscient familial, l'inconscient collectif, la psyché humaine, leur influence sur les corps énergétiques et les chakras. Donc voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!